Lancement à la BRVM du 3e compartiment dédié aux PME. La lutte contre l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire qui cherche encore ses marques. Et puis le lancement des travaux du 4e pont et l'ouverture des grandes enseignes internationales en Côte d'Ivoire. Bonne année 2019 à toutes et à tous. Pour ce numéro spécial, la rédaction de Business 24 Africa a décidé de revenir sur les grands événements qui ont marqué l'année 2018. Dans l'univers du marché financier de la sous-région, précisément à la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, une grande opportunité a été saluée afin d'offrir aux PME un accès aux capitaux à long terme en vue d'accélérer leur croissance et d'en faire des champions des économies de la sous-région. La BRVM a procédé au lancement de son 3e compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises à fort potentiel de croissance. Plusieurs PME ont été identifiées pour intégrer ce compartiment. C'est officiel, 10 nouvelles PME sont sélectionnées et bénéficient du soutien financier de la BRVM à travers le programme Elite BRVM Lounge. Elles sont issues de divers secteurs d'activité, à savoir la distribution, l'industrie, les assurances, les BTP et les technologies de l'information et de la communication. Ces entreprises proviennent de 5 pays de l'UEMOA, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. Notre ambition pour ces PME, c'est de leur permettre d'accéder à des ressources longues. C'est une problématique extrêmement importante pour nous, le financement à long terme de nos entreprises. Et je pense que c'est le canal privilégié que nous avons trouvé à travers ce compartiment pour aider ces entreprises à accéder à ces ressources longues. Il s'agit pour nous également d'aider ces PME à renforcer leur notoriété régionale, notoriété continentale, notoriété internationale, ce qui leur permettra d'accroître leur visibilité et de se préparer à se faire juger par un marché en permanence, ce qui leur donne, je dirais, une exposition en comparaison par rapport aux autres PME qui n'auront pas fait le choix de s'inscrire à la cote de la BRVM. La deuxième cohorte enregistre un chiffre d'affaires global de 82 milliards de francs CFA et un résultat net total de 4,5 milliards de francs CFA au 31 décembre 2017. Le programme Elite BRVM Lounge se présente comme un écosystème dynamique bâti autour de l'entreprise pour soutenir et favoriser l'innovation, l'entrepreneuriat et la croissance. Il est de notoriété publique que les PME, qui constituent l'essentiel du tissu économique de l'Union, sont un moteur de création de richesses et d'emplois. Il va falloir se mettre à niveau en termes de gouvernance, en termes de communication financière et en termes également de stratégie de développement. Et donc c'est pour nous une véritable aubaine d'avoir été sélectionnés et nous pensons donner le meilleur de nous-mêmes pour être véritablement au niveau. C'est une fierté pour nous qui concrétise 10 ans d'expérience dans le domaine, 10 ans d'activité, qui nous porte aujourd'hui à près de 5 milliards de chiffre d'affaires là. Alors nous sommes contents d'être actuellement dans la phase de formation parce que cette phase nous permettra d'acquérir les procédés de bonne gouvernance, d'assainissement de notre trésorerie pour nous permettre d'être plus visibles à tous ces investisseurs potentiels qui pourront venir grâce à la bourse investir dans notre activité. Pour rappel, la présentation de la deuxième cohorte d'entreprises fait suite à la convention signée entre la BRVM, la Bourse de Londres et la Bourse de Casablanca le 9 novembre 2017 à Abidjan pour l'implémentation du programme Elite dans la zone UEMOA. Elle porte aujourd'hui à 20 le nombre de PME bénéficiant du programme Elite BRVM Lounge. La formation des PME à cette deuxième cohorte débute ce mardi 11 décembre et prend fin le vendredi 14 décembre 2018. La troisième cohorte d'entreprises est prévue pour l'année 2019.
Dans le domaine du commerce, de la restauration ou même de la cimenterie en 2018, plusieurs enseignes internationales ont déposé leurs valises sur le port de la lagune Ébrié. Burger King, KFC, dans le secteur de la restauration rapide ou encore Monsieur Bricolage, le grand géant de la quincaillerie. Revenons sur les temps forts de l'ouverture de Monsieur Bricolage. Le magasin Mister Bricolage, un joyau architectural et commercial, inauguré le jeudi à Abidjan, dans la commune de Cocody, doté d'une superficie de près de 1500 mètres carrés avec plus de 16 000 articles référencés. Mister Bricolage est spécialisé dans la vente de produits de la maison et du jardin. Il s'inscrit dans le cadre de l'accord stratégique signé entre Bernabé Côte d'Ivoire, filiale de Yechi Group, et l'enseigne Mister Bricolage. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a un magasin non alimentaire, parce que seulement les galeries alimentaires ou les supermarchés qui ouvrent les samedis et dimanches, pas les gens comme bricolage, comme tout ce qui va avec les jardinages, tout ce qui va avec la décoration, tout ce qui va avec les choix. Parce que pendant les week-ends, beaucoup de monde vient choisir tranquillement, monsieur, madame, autres. Ok. En même temps, on a facilité la tâche. Pour être dans une commune centralisée, on peut accéder à tout le monde avec le 3e pont. Donc la ville devient aujourd'hui une seule commune. Parce que les gens des zones 4 peuvent se déplacer, les gens avec beaucoup de facilité. Et même pour avoir aussi beaucoup de facilité et sécurisé, parce que vous avez un parking sous-sol. Présent à cette cérémonie d'inauguration, le directeur général de l'enseigne française Mister Bricolage, Christophe Mistou, a indiqué le positionnement de ce nouveau magasin avant d'expliquer la place du digital dans les offres de Mister Bricolage Abidjan. Le digital est un axe qui est très important, qu'il va falloir travailler, clairement, parce que le digital permet d'accéder à une offre plus grande et donc de répondre à tous les besoins des clients, des consommateurs. Sur un magasin comme celui-ci, nous avons déjà 16 000 références et dans le futur, tout le digital permettra d'accéder à une offre bien plus grande encore. Le gouvernement ivoirien salue la mise en place de ce magasin. Et selon Félix Anoblé, secrétaire d'État au PME, la présence de Mister Bricolage à Abidjan va contribuer à renforcer la compétitivité du secteur commercial. C'est l'agrandissement donc de la plateforme d'achat des Ivoiriens. C'est plus d'offres, mais comme vous dites, effectivement, au secteur des PME, c'est une offre et une possibilité pour l'ensemble des PME d'avoir du matériel facile pour travailler. On a visité, on a vu qu'on a plusieurs produits d'une facilité d'utilisation qui fait qu'on peut dire aujourd'hui que toutes les petites PME, toutes les TPE auront du matériel donc, pour les petits contrats qu'ils ont et avoir donc à donner de la qualité à leurs clients. Mister Bricolage Abidjan devient une entité de l'entreprise Bernabé Côte d'Ivoire. Ce magasin est animé par une équipe de 40 spécialistes de la rénovation ou de l'embellissement des maisons et des jardins. Que peuvent inspirer toutes ces installations de grands groupes internationaux sur le marché ivoirien? Nous avons rencontré Mamadou Kouyaté, directeur général de Yechi Group, l'un des leaders de l'accompagnement stratégique des PME en Côte d'Ivoire. Pour lui, il n'y a pas de doute, la Côte d'Ivoire est un pays sûr. Écoutons-le. En 2018, effectivement, il y a eu plusieurs enseignes internationales qui se sont installées en Côte d'Ivoire avec des investissements relativement importants. Donc, par exemple, le groupe sous-régional Sinmetal, déjà présent au Burkina Faso, a installé une cimenterie qui représente un investissement relativement important. Nous avons l'enseigne française Burger King qui a commencé en Côte d'Ivoire depuis 2015 mais qui a accéléré son développement et qui va continuer. Nous avons l'enseigne KFC dans la restauration rapide aussi qui s'est développée. Vous l'avez dit, Mister Bricolage. Nous avons aussi l'ouverture du centre commercial Cosmos à Yopougon. Dans le domaine financier, vous avez DEG, la filiale de KFV dédiée au financement des entreprises qui s'est également installée en 2018. Donc l'installation de toutes ces entités révèle une confiance des investisseurs internationaux dans notre économie. Parce que nous sommes quand même à 2 ans d'une élection présidentielle et vous avez des enseignes qui s'installent. Je ne vais pas dire qu'ils se sont installés avant, qui se développent, mais qui se sont installés en 2018 et en 2019 encore, il y a des installations prévues. Donc l'économie ivoirienne est robuste aujourd'hui, même malgré la crise
Elle a montré qu'elle avait des fondamentaux solides. Donc les investisseurs ont compris. Bien qu'il y ait un doute qui plane sur la situation sociopolitique en 2020, les investisseurs ont confiance et continuent à investir. Dans le secteur des mines, la Côte d'Ivoire cherche encore ses repères dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. La fermeté affichée au départ par le gouvernement a petit à petit fait place à une légère ouverture. Lors d'un conseil des ministres, l'État avait émis le vœu de légaliser certaines exploitations artisanales jusqu'à ce que l'assassinat d'un gendarme dans les zones d'exploitation illicite de l'or dans le nord du pays remette la question de la sécurité sur la table de réflexion. Le ministère des Mines et de la Géologie a même récemment créé une brigade de lutte contre l'orpaillage clandestin. Face à l'atermoiement des pouvoirs publics, les orpailleurs clandestins, eux, gagnent du terrain. Notre équipe de reportage s'est rendue dans les zones d'exploitation et vous le verrez, chacun y gagne, n'en déplaise aux autorités ivoiriennes. Le drame a créé l'émoi au sein de la population ivoirienne et parmi les forces de défense et de sécurité. Le capitaine Pierre Djadago a été tué à coups de pioche le 30 juillet dernier par des orpailleurs clandestins qui refusaient de déguerpir de leur site d'exploitation illégale de coffrets non loin du chef-lieu de la sous-préfecture de Simtourgo, devenue une plaque tournante de trafic de tout genre dans la région de la Bagoué. C'est que dans le nord de la Côte d'Ivoire, comme partout dans le pays, l'orpaillage clandestin connaît une prolifération sans précédent. La filière de l'or est en train de bouleverser les habitants de tous les hameaux et villages, les villes et les régions, avec des imbrications locales souvent difficiles à cerner. Nous sommes à Mbengue, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les sites d'orpaillage clandestin pilulent dans le département. Sur celui-ci, ils sont plus de 3000 chercheurs d'or. Hommes, femmes et enfants, venus pour la grande majorité du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Souvent, quand on promène comme ça, donc on peut attendre qu'il y a une nouvelle ligne qui a déclaré. Donc nous aussi, on attend des bouches de les gens. Donc nous aussi, on prend la route là pour venir. Si ici on les appelle les clandestins, eux se présentent comme des professionnels de l'orpaillage artisanal. Et ils font de bonnes affaires. Achat du gramme d'or à 12 500 francs CFA et la revente au Burkina Faso à 25 voire 30 000 francs CFA. Si c'est au moins vers au Burkina, le prix ça dépasse comme ça. Souvent, 1 gramme ça arrive à 30 000. Mais ici, c'est 12 500. C'est un mal, je dirais, parce que tel qu'il est pratiqué dans le département et même dans la région, c'est une évasion très importante de la richesse nationale. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur à tel point que les populations, la main-d'œuvre agricole commence à disparaître au détriment de l'orpaillage. Et puis, tous les villages pratiquement dans le département sont maintenant concernés. C'est un phénomène qui est fait à très grande échelle et avec le consentement de la quasi-totalité de la population. Leur territoire d'exploitation est en plein sur le site d'une mine d'or légale, la mine de Tongon de la société Randgold. Une mine moderne avec toutes les infrastructures modernes qui contribuent pour plus de 500 milliards de francs CFA dans le budget national. Mais à Mbengue, son territoire est phagocyté par les orpailleurs clandestins. C'est des gens qui viennent s'installer dans des zones où ils n'ont pas le droit de s'installer. Où on prend l'exemple de nos permis. Par exemple, nous avons des permis où nous devons aller travailler. Nous ne pouvons pas aller travailler parce que ces gens viennent s'installer là-bas. Et pour s'installer de façon illégale, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'autorisation du ministère de tutelle. Ils ne passent pas par les lois légales, puisque les lois sont mises en place, le code minier existe. Ces clandestins utilisent pour extraire, pour exploiter l'or, utilisent des produits chimiques, notamment le mercure, le cyanure. Et ces produits-là
se déversent donc dans les cours d'eau. Et donc ça pollue effectivement donc, ces cours d'eau. Donc il y a un impact direct sur l'environnement parce qu'on est dans une zone où on a de l'élevage. Donc on a nos parents qui ont des bœufs, voilà. Et donc ces animaux-là qu'ils ont peuvent venir et boire cette eau qui est polluée. Donc il y aura forcément un impact directement sur choses qu'on appelle ça sur les communautés et même un impact sur la nappe phréatique. Ces propos témoignent de l'impuissance des investisseurs légaux face au phénomène de l'orpaillage clandestin. Une impuissance également constatée chez les autorités politiques et administratives car le phénomène est complexe, parfois sans visage, où tout le monde y gagne sauf l'État de Côte d'Ivoire. L'orpaillage qui se fait ici se fait en accord avec les villageois. Ça, je peux vous le dire. Ça se fait en accord avec les villageois, les chefs de village, les présidents des jeunes, les responsables. Chacun est consentant. Vous voyez, quand un paysan sénégalais, il fait le coton. Pendant l'année, souvent, il s'en sort avec des dettes. Ce monsieur, quand il y a un comptoir, un opérateur de l'or vient, il lui achète une moto. Oh, ça, c'est l'aspiration profonde d'un Sénégalais, avoir une moto. Il lui achète une moto. Il lui donne des tôles. Il lui donne du ciment. De quoi changer complètement la vie de ce monsieur. À partir de ce moment, il n'est plus raisonnable. Tous les discours qu'on lui tient, c'est comme si on voulait lui arracher son bonheur. Et donc, de fil en aiguille, ça devient contagieux. Ton voisin, subitement, est devenu riche. Au nom de quel argument de sensibilisation tu vas résister à la tentation d'accéder aussi à cette fortune qui te tend les bras? Mais là, ils ne raisonnent pas parce qu'ils ne savent pas que c'est dangereux. Ils ne savent pas. Et puis souvent même, quand on leur dit, mais le sous-sol, ce qui est dans le sous-sol là, c'est pas pour toi. Est-ce que ce discours-là, le paysan, il comprend? Celui qui lui dit ça, il se dit, mais lui, il veut me spolier. Comment la terre peut être pour moi et puis ce qui est dedans là, c'est pas pour moi. Vous voyez, à tel point que dans le village ici, même les chefs de village. Cette triste réalité des effets néfastes de l'orpaillage clandestin est répandue sur l'ensemble du territoire national. L'État semble débordé par le phénomène. La lutte contre l'orpaillage clandestin avait pourtant bien commencé. Lancé en mars 2014, le programme national de rationalisation de l'orpaillage était bien parti. Le 22 octobre 2014, les autorités avaient annoncé la fermeture de plus de 148 sites illicites dans le nord et le centre de la Côte d'Ivoire. Au terme du processus en 2016, l'État a réussi à faire déguerpir 429 sites illégaux sur l'ensemble du territoire national. Depuis 2017, tous les sites libérés ont été recolonisés. La situation va de mal en pire. Le 11 octobre 2017, au cours d'un conseil des ministres, le gouvernement a accéléré le processus de délivrance d'autorisation d'exploitation minière afin de permettre l'installation d'opérateurs légaux et de consolider les actions de déguerpissement. Ainsi, 49 autorisations d'exploitation pour l'or ont été octroyées, dont 41 pour l'exploitation minière semi-industrielle et 8 pour l'exploitation minière artisanale. Des mesures tardent à faire effet et l'environnement, l'économie, les populations et les forces de défense et de sécurité en paient le prix fort. Le 30 juillet 2018, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, a lancé les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan, une infrastructure très attendue par les populations et ce depuis plusieurs années. D'un coût global de plus de 109 milliards de francs CFA, ce pont partira de Yopougon pour s'acheminer à Djamé, au boulevard Nangui à Brogua. Alors même que les Abidjanais étaient dans la joie du début de réalisation de ce projet, les habitants du village d'Adjamé, Agbon, eux, impactés par le projet, étaient sur un pied de guerre du fait d'une mauvaise communication du projet. Nous avions suivi les temps forts de cet événement que nous vous proposons maintenant. C'est une liste de familles impactées par le projet affiché à la mairie d'Adjamé qui a mis le feu aux poudres.
Les travaux de la construction du 4e pont Yopougon-Adjamé Plateau passent par le boulevard Nangui-Abrogua et le village d'Abidjan-Adjamé à travers l'élargissement de la voie. Une voie, si elle est réalisée, verra la destruction du palais du prince du feu Nangui-Abrogua, l'une des figures historiques des Tchama, la résidence du chef du village ou encore les édifices religieux. La communauté villageoise d'Abidjan-Adjamé a bruyamment manifesté son désaccord par une marche spontanée. Ici, on appelle l'État au dialogue. C'est que moi-même qui vous parle, je suis concerné. Vous savez, Adjamé, l'essence, là même d'Adjamé, c'est le chef et puis la résidence de mon grand-père, Nangui Abrogua. Hein? Donc, la résidence du chef doit sauter, l'église catholique saute, l'église aride saute, Nangui Abrogua saute. Et 20 mètres de chaque côté. Mais si on fait passer, imaginez-vous, une voie express dans votre village. Le village a disparu. Nous, on a demandé si quelque chose devait se passer. On vient, on s'assoit, et puis on discute. Pour qu'on sache les tenants et les aboutissants. Mais vous ne faites pas tout ça. Vous vous levez, parce que c'est Abidjan, on prend la décision. Mais dites-nous, avec tout votre bon sens, est-ce que vous pouvez accepter ça? Répondant aux rumeurs persistantes faisant état que le village aurait été dédommagé, dans le cadre de ce projet, la communauté villageoise dit s'inscrire en faux et met quiconque au défi. Partout où ils ont pris là, ils ont donné l'argent à qui? Alors, ne nous fatiguez pas. Hein? On vous a tout donné, on vous héberge, on vous fait tout. Mais vous voulez marcher sur nous. C'est quoi? Vous avez tout pris, on n'a rien dit. Voilà une lagune qui est là. C'était notre économie, c'était notre activité. On était des pêcheurs, des planteurs pêcheurs. Aujourd'hui, on peut pêcher. Pêche même, vous avez pris. La communauté villageoise d'Abidjan-Adjamé clame haut et fort qu'elle a déjà consenti trop de sacrifices pour le développement du district d'Abidjan en cédant ses terres phagocytées par la capitale économique pour la construction d'infrastructures, l'université de Cocody et d'Adjamé, une partie de la commune du Plateau, le camp Agban ou encore l'école de la gendarmerie. D'un coût global de plus de 109 milliards de francs CFA, le 4e pont partira de Yopougon entre le commissariat du 16e arrondissement et le cinéma Sagidiba de Sidessi pour s'acheminer à Adjamé, au boulevard Nangui Abrogua et l'Indénié en passant par le nouveau quartier, Toit Rouge, Mosikro et Lokodjoro, par Atekoubé et entre Sobroko et l'école maritime. Après le pont Félix Houphouët-Boigny, le pont Charles de Gaulle et le pont Henri Konan Bédié, le premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, a procédé sur cette plage du village d'Atekoubé Santé au lancement du 4e pont d'Abidjan. Un programme contenu dans le PND 2016-2020, salué par le directeur général du Fonds d'entretien routier, M. Lassine Diaby. La mobilité dans la grande ville d'Abidjan, faciliter l'accès à Yopougon, et aussi réduire le temps des affaires. Parce que effectivement, quand vous sortez de vos bureaux pour une course, vous n'êtes pas sûr d'en faire 2 ou 3. Et là, cela joue énormément sur l'économie et c'est ce que nous avons pensé quand nous faisons le plan. Avec l'ambition affichée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire a inauguré son 3e pont en 2014 et est en train de construire donc son 4e pont aujourd'hui. Cela veut dire qu'en 57 ans, nous avons eu 2 ponts. Et en 10 ans, le président Alassane Ouattara est en train de réaliser ce que nous avons fait en 57 ans. Quelle performance dans l'accélération du développement des infrastructures routières de notre pays. En ce qui concerne l'immigration clandestine, si les années précédentes, le monde entier suivait avec impuissance la ruée des migrants bravant le risque des déserts pour l'Europe, 2018 aura tout de même été marqué par les efforts consentis pour freiner un temps soit peu ce phénomène. Le projet de réintégration des migrants de retour en Côte d'Ivoire, une initiative conjointe à OIM, Organisation internationale des migrations pour la Côte d'Ivoire, et Fonds fiduciaire de l'Union européenne, fait partie de l'une des réponses concrètes au phénomène.
On est mieux que chez soi. 50 migrants l'ont bien compris. Ils ont décidé de retourner en Côte d'Ivoire après avoir expérimenté l'immigration clandestine. Ces migrants sont bénéficiaires d'un projet de réinsertion professionnelle, une initiative du Fonds fiduciaire de l'Union européenne et l'Organisation internationale de la migration, OIM. L'OIM, en effet, croit fortement que la réintégration est essentielle pour assurer la durabilité de ces retours. Du coup, on est vraiment confiant qu'à travers le soutien continu qu'on a avec nos partenaires du gouvernement de la Côte d'Ivoire et les représentants de la société civile comme le groupe de IAE, ce groupe de bénéficiaires pourra vraiment réintégrer la société ivoirienne. La mise en œuvre de ce projet a été confiée au groupe école 2IFE, 2IAE, un établissement qui fait de l'entrepreneuriat sa vocation première. Je suis contente d'être chez moi aujourd'hui parce que ce n'est pas forcément la richesse à l'aventure. Je suis contente de ce projet. C'est l'occasion aussi de me mettre en valeur. Je suis contente parce que ce n'est pas permis à tout le monde de faire l'élevage et d'avancer. Mais je sais qu'avec l'aide de OIM, j'ai réussi ma vie. Je dis que ce projet est un projet bienvenu pour la jeunesse ivoirienne, pour tous ceux qui avaient cette option d'envisager aller seulement se chercher ailleurs, que c'était là-bas seulement on pouvait avoir le bonheur, mais non, le bonheur se trouve aussi chez soi. Dans le cadre de ce projet de réinsertion et de réintégration des migrants, des offres de formation vont être dispensées par le groupe 2IFE, 2IAE. En accord avec l'Organisation internationale de la migration, OIM, cet établissement a ciblé les domaines de l'agriculture et du bâtiment. Nous avons d'abord deux secteurs d'activité, le bâtiment et l'agriculture. Si je prends le bâtiment, c'est des offres de formation dans le domaine du métier du bâtiment, donc, dont la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, le carrelage, le ferraillage, tout ça sont les corps de métier du bâtiment. Donc, la formation va durer 3 mois. 3 mois couplés théorique et pratique. Dans l'agriculture, il y a deux options. Il y a l'option animale et l'option végétale. Concernant l'option animale, on a choisi la production de poulet de chair. Donc je pense qu'on a 3 fermes de 5 personnes, ça fait 15 personnes. Donc ils seront formés et ils vont avoir leur kit qui est la ferme. Et à terme, chacun d'eux doit avoir sa ferme. Mais nous avons négocié avec l'OIM et l'Union européenne pour que les 3 fermes-là soient installées sur nos sites, histoire pour nous de suivre véritablement ces 15 personnes. Concernant l'autre volet, le volet végétal, il y a 3 spéculations. Vous avez les pépinières de bananes plantains, 5 personnes, les pépinières de cacao, 5 personnes, et les pépinières de palmiers à huile, 5 personnes. Ça fait 15, ça fait les 50 personnes. Des kits ont été remis aux migrants bénéficiaires de ce projet d'insertion et de réintégration. L'État ivoirien apporte son appui à ce projet. La Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur témoigne du soutien institutionnel. La volonté de réinsertion n'est pas un mandat à la migration irrégulière. C'est une deuxième chance que nous donnons aux personnes qui ont eu des difficultés, qui ont accepté avec courage et détermination de revenir en Côte d'Ivoire. On fera une réintégration qui prendra le temps que ça devra. Parce que du temps de la réinsertion dépend son efficacité et son succès pour une réintégration vraiment durable de nos frères. Les bénéficiaires du projet de réintégration et de réinsertion des migrants seront à terme installés à leur propre compte, selon le métier qu'ils auront choisi. En Côte d'Ivoire, l'année 2018 aura été marquée également par la grève dans le secteur de la santé. Plusieurs jours de protestation des agents marqués par un arrêt de travail sur l'ensemble du territoire ivoirien. L'objectif de cette grève était de réclamer de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, ces accords semblent avoir été trouvés, mais le malaise demeure. Retour sur cet événement qui a troublé l'ordre public dans le secteur de la santé.
C'est un refus catégorique, opposé au ministre de la fonction publique, suite à sa demande adressée à la coordination des agents de santé de Côte d'Ivoire, Cordi Santé, de suspendre son mot d'ordre de grève. Réunie au CHU de Yopougon pour une assemblée générale de consultation et de décision, elle a choisi à l'unanimité des agents présents de continuer la lutte. C'est déplorable comme taxe donc du niveau d'observation du mot d'ordre à 8%. Cela veut dire que l'auteur de cette évaluation nous invite à prouver que nous voulons paralyser le système sanitaire, et c'est ce que nous allons faire dans la deuxième phase de l'exécution du mot d'ordre de grève. Depuis le lundi 5 novembre, les agents de santé de Côte d'Ivoire ont entamé une grève pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Les négociations entreprises jusque-là avec les ministères de la Santé et de la fonction publique n'ont abouti à aucun accord. C'est regrettable que ce ne soit que les médecins seulement qui ont une maudite indemnité contributive au logement. Tout le reste, infirmiers, administrateurs, personnel administratif, techniciens, personne ne bénéficie d'indemnité de logement. Nous demandons aussi une indemnité de suggestion pour toute la contrainte de travail du secteur santé, dont personne n'en bénéficie. C'est une nouvelle indemnité qu'il faut instituer, et l'indemnité de risque sanitaire modeste qui nous a été octroyée en 2008 mérite révalorisation, et tout cela est contenu dans nos revendications financières, y compris les 100 points et 150 points qui constituent la révalorisation indiciaire, sans oublier que pour nous motiver véritablement, il faut remplacer la prime d'intéressement annuelle qui est dérisoire en une prime d'incitation au travail, d'incitation à la production qui doit être mensuelle, payable par trimestre et adossée au budget de l'État. La grève se poursuit dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire, mais la coordination des agents de santé rassure sur l'observation du service minimum dans tous les hôpitaux, notamment dans les blocs opératoires, les salles d'accouchement et dans les services d'urgence. Et puis en 2018, Business 24 Africa a été la première chaîne d'information à mettre au grand jour le drame des populations déguerpir de Port-Bouët abattoir, des populations sinistrées du fait de la destruction de leur quartier. Elles se sont réfugiées pour certains au cimetière et pour d'autres dans les salles d'une école du quartier. Regardez. Naïve, cette fillette joue encore à la balançoire. Ce lieu lui a été imposé par le destin. Elle se retrouve à jouer sur un tombeau dans le cimetière de Port-Bouët où, tout comme ses parents, d'autres déguerpis, faute de maison, s'y retrouvent pour passer la nuit. Exposés à toutes les intempéries, les sinistrés souhaitent la fin de ce cauchemar. Ils l'ont dit haut et fort au cours d'une conférence de presse à l'école de la coopération ivoiro-française de Port-Bouët où ils ont pris refuge. Certains comme Kofi Yao Narcisse, surpris dans son lit par le déguerpissement, ne sait à quel saint se vouer. On vient sans aucune sommation, sans aucune mise en demeure préalable, on déguerpit la population dans des conditions inhumaines. Ce que s'est passé, c'est inhumain, c'est méchant et véritablement, nous voudrons que justice soit faite. Qu'on se penche sur le cas de cette population et qu'on vienne au secours de cette population. Je pense et je crois d'ailleurs que le chef de l'État n'est pas au courant de ce que se passe. Le chef de l'État ne peut permettre qu'on déguerpisse ces populations dans ces conditions-là. Certainement, ce sont des gens qui agissent et qui lui imputent la responsabilité. Et nous voudrons véritablement que le chef de l'État interpelle ces gens-là. Voyez-vous la dame qui est assise avec un pied fracturé. Depuis le dé, aucune assistance. Il y a un monsieur qui est arrêté juste à côté, il y a une maison qui s'est écroulée sur lui. La maison s'est écroulée sur lui et les gaz lacrymogènes ont pratiquement endommagé les yeux du monsieur et c'est visible. Il y a des bébés qui sont là, qui ont reçu des débris. Vivement que les âmes généreuses entendent ces cris et ces pleurs de tous les sinistrés de la commune de Port-Bouët. Il faut expliquer que cette opération s'inscrit dans la ligne du gouvernement de sécuriser les populations en ces temps de dérèglement
climatique. Et donc la zone de l'abattoir de Port-Bouilly représentait pour nous donc une zone à risque qui exposait les populations. Et donc pour 4 raisons. La première raison, c'est que la quasi-totalité des domiciles sont situés sous une zone haute tension. Deuxièmement, c'est une zone qui est vraiment insalubre. Troisièmement, des populations sont exposées à l'inondation. Et quatrièmement, il y avait donc des risques d'épidémie dans ces zones. En réponse à l'accusation des riverains de ne pas avoir été avertis d'une telle opération de déguerpissement, le directeur de la communication du district autonome d'Abidjan dit s'inscrire en faux. Il faut rappeler que le district autonome d'Abidjan est une collectivité sérieuse qui fait les choses selon les règles de l'art. Et donc, avant tout, il faut rappeler que la première mise en demeure a été donc transmise aux populations le 24 avril 2017. Il s'en est suivi une deuxième mise en demeure le 2 mai 2017. Là, il y a un an, il y a plus d'1 an de cela. Et la dernière mise en demeure date du 15 mai 2018. Et le district d'Abidjan a pris toutes les dispositions pour que l'opération se fasse vraiment dans de très bonnes conditions, y compris même avec l'appui et l'apport de ces populations. Le quartier abattoir de la commune de Port-Bouilly a été déguerpi. Question: que fera le district de cet espace en bordure de la lagune, jonchant le boulevard menant à l'aéroport international de Port-Bouilly? Pour l'heure, selon le district, rien n'est prévu. On attendra certainement que l'espace soit recolonisé comme cela a été le cas des autres sites déguerpis d'Abidjan, donnant l'impression aux populations d'une destruction gratuite et injustifiée. Et en politique, le président ivoirien Alassane Ouattara a frappé un grand coup en 2018 à l'occasion de la fête marquant le 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a annoncé l'amnistie de plusieurs Ivoiriens en prison pour des faits relatifs à la crise post-électorale de 2010. Il s'agit d'une amnistie de 800 personnes, y compris des personnalités membres du Front populaire ivoirien, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo, les ministres Lida Kwasi Moïse et Assoua Adou, ainsi que de nombreuses personnalités de l'ancien régime en exil qui étaient sous le coup de poursuites judiciaires. Retour sur la joie des populations à l'annonce de ces libérations. Toujours en politique, cette amnistie accordée par le président Alassane Ouattara a contribué à l'apaisement des cœurs des Ivoiriens. L'enseignant-chercheur Prao Séraphin, en sa qualité de politologue et économiste, salue cette initiative du président Alassane Ouattara. Pour lui, cette action politique est une base pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Il s'est exprimé au micro de Daniel Kodjo et Richard Akeke. Évidemment, depuis 2010, les institutions internationales disent qu'effectivement que la Côte d'Ivoire enregistre des taux de croissance positifs, donc on va dire 8% en moyenne. Mais le chaînon manquant effectivement de cette croissance-là, c'est deux choses fondamentalement. Première chose, c'est la réduction de la pauvreté. Cette croissance n'est pas réductrice de pauvreté et ça ne crée pas d'emploi. Et deuxième effectivement écueil par rapport à cette croissance économique, c'est qu'elle n'est pas accompagnée effectivement d'une paix sociale et une paix durable. Or aujourd'hui, les institutions internationales parlent plutôt de développement durable. Alors, développement durable, c'est quoi? C'est un développement, pour ne pas dire une croissance, qui tient à la fois compte de l'environnement, du caractère effectivement économique et aussi du caractère durable de la croissance, donc la paix sociale. Et de ce point de vue-là, la libération, n'est-ce pas, de Mme Gbagbo, qui est, il faut le rappeler, l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, et de plusieurs centaines effectivement, de personnes concourent à apaiser les cœurs, concourent à apaiser effectivement le climat politique, et donc à construire, n'est-ce pas, consolider les bases d'une croissance durable
et donc d'un développement. C'est l'une des plus grandes déceptions de l'année 2018 dans le domaine de l'économie culturelle. L'Abissa, fête traditionnelle annuelle au pays Nzima, a bel et bien eu lieu, mais pas comme les autres années. Contrairement aux éditions habituelles qui tiennent sur plusieurs jours, voire une semaine, cette année, la fête de l'Abissa s'est déroulée en une seule journée. À Grand-Bassam, la politique s'est invitée dans le culturel. Suite aux violences qui ont eu lieu dans la ville au lendemain des élections municipales du 13 octobre 2018. Revenons sur cet événement malheureux pour la culture et le business. Nous sommes à Grand-Bassam, sur la place dédiée aux réjouissances du peuple Nzima Kotoko. Pas de musique. Les maquis et bars environnant tous fermés. Que de chants et danses dont les caractères magico-religieux font allégeance aux mânes ancestraux. Les mythiques prêtresses Komian occupent les sites. Les prêtresses Komian, avec les sacrifices, entrent en contact avec les génies pour une réconciliation entre le peuple et les ancêtres. Nous sommes en pleine séance de purification de la place Abissa. La fête de l'Abissa aura donc bel et bien lieu ce samedi 10 novembre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est donc cette danse de purification pour que derrière, on puisse célébrer l'Abissa. Alors, le déroulement de l'Abissa a plusieurs facettes et dans la tradition, lorsque des événements, lorsque le peuple est soumis à certaines contraintes, l'Abissa se célèbre différemment. C'est pour ça que cette année, l'Abissa va se dérouler sur un jour où le tam-tam sortira et sa fonction principale lors de cette Abissa sera d'éloigner les calamités du peuple. Cette cérémonie traditionnelle de purification fait suite aux incidents liés aux élections municipales. Les résultats des élections avaient été violemment contestés par une partie de la population de Grand-Bassam. Ces filles et fils restent encore indignés de la situation et selon eux, de l'immixtion de la Cour royale dans les élections municipales. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que l'Abissa même devait commencer depuis le 28. Bon, jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc on espère qu'il n'y aura pas grand chose. Nous, on est fans d'Abissa. On est trop fans d'Abissa. S'il n'y a pas Abissa, c'est que c'est James. Si on peut nous donner, nous on va taper. Sur l'Abissa, nous plaît. Il y a des fétiches et puis qu'on appelle la politicien, ça c'est même voilà. Si même on a nous dit la vérité, si on ne veut plus faire Abissa, on a nous dit qu'appeler Abissa. Mais Abissa, une journée, on a ramassé et puis on nous laisse comme ça. On parlait de ça, Abissa, une journée, c'est foutaise. Au demeurant, le peuple Nzima Kotoko aura donc sa traditionnelle fête, mais cette fois-ci pour la première fois de son histoire en une seule journée. De l'avis de certains observateurs, cette décision qui a le mérite donc de sauver cette fête dans un contexte post-électoral très tendu ici à Bassam, a surtout un objectif financier, celui de ne pas faire fuir les annonceurs qui se sont déjà engagés financièrement aux côtés de ces organisateurs. Ces organisateurs, semble-t-il, ne seraient pas dans la capacité de rembourser tous les financements obtenus. Parlant de la portée de cette édition 2018 de l'Abissa, les derniers développements sur les réseaux sociaux font état de ce que la fête sera perturbée. D'autres rumeurs non confirmées annoncent le retrait de certains sponsors très importants. On ne peut qu'attendre le soir du 10 novembre 2018 pour faire le bilan. Wait and see. Toujours dans le secteur culturel, dans le mois de mai 2018, l'artiste et chanteur du Zouglou ivoirien Yabongolova a décroché un disque d'or chez Believe Digital en France. Total des ventes 75 000, dont 50 000 CD et 25 000 téléchargements, annonçait son producteur. Regardez. Le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Le quartier va sortir. Le quartier est sorti. Pas pour médire cette fois-ci, mais pour célébrer son fils Yabongolova. Disque d'or selon le seuil de vente fixé par l'Association des producteurs, éditeurs de musique de Côte d'Ivoire. Dans tous les pays, c'est l'Association des producteurs et éditeurs de musique qui certifie le disque d'or. Donc nous, en tant qu'approductif de Côte d'Ivoire, on a mis des bases à 10 000 ventes. Et lui, il a dépassé les 15 000 ventes, donc on lui a décerné son disque d'or aujourd'hui.
Ce natif de la ville de Daloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, fils de parents artistes musiciens traditionnels ivoiriens, marche désormais dans les pas du célèbre groupe Magic System. Une distinction méritée dans un milieu gangréné par la piraterie et la baisse de vente de disques. Nous avons un homme qui travaille bien, beaucoup. Le milieu du showbiz est dans une phase où nous avons des pirates qui nous empêchent de travailler comme il faut. Le disque d'or ivoirien soutenu à cette cérémonie par de nombreux artistes reçoit ce prix avec humilité. Moi aussi, je vais continuer à travailler parce qu'il n'y a pas que le disque d'or, il y a le disque de diamant, le disque de platine. Il faut qu'on arrive à avoir tout ça aussi, c'est important. Ça me fait plaisir parce que quand tu vois Yabongo Lova, il est parti de rien. Mais à force de persévérer, à force de travailler, il en est là aujourd'hui. Donc nous, les artistes nouvellement venus, ça nous donne encore du punch pour aller de l'avant. Nous ne sommes plus dans les années 90 où on vendait 350 000, autant de Boglo Kofi ou autant de salopards. Mais je profite donc de votre antenne pour dire et lancer un message solennel à tous les mélomanes et tous les fans. Quand vous aimez un artiste, je vous demande de payer son CD original afin que l'artiste puisse vivre de son art. Une occasion saisie par les producteurs et promoteurs culturels pour inciter les artistes ivoiriens au travail. Je pense qu'il faut encourager les artistes qui travaillent, qui vendent. Aujourd'hui, toutes les ventes chutent. Donc nous sommes heureux qu'il y a beaucoup de ventes 15 000. Et on espère que beaucoup d'artistes feront comme Yabongo. Et s'il est arrivé, c'est parce que c'est quelqu'un qui a pris au sérieux son travail. Et je pense que c'est un exemple véritablement à suivre. C'est un enfant qui met du sérieux, qui considère son travail. Quand c'est comme ça paye toujours. Il y a encore beaucoup d'espoir parce qu'au vu de ce type de résultats, ça veut dire que c'est le travail qui paye. Voilà, maintenant, tout travail, pour qu'il puisse payer, il faudrait qu'il soit bien organisé, bien structuré. Avec son album Plus qu'une lumière, sorti en septembre 2017 chez Dreammaker, l'artiste a vendu plus de 75 000 œuvres, dont 50 000 CD physiques et 25 000 en ligne selon le distributeur français Believe Digital. Quel artiste fera sortir le quartier pour un prochain disque d'or? Wait and see. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal bilan 2018. Dites-nous quelle chaîne de télé vous regardez et nous vous dirons qui vous êtes. Merci de rester sur Business 24 Africa, la chaîne des leaders. Au revoir.